Ce film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. C'est quel atoll qu'on voit là, Manu? Alors l'atoll qu'on voit, c'est l'atoll de Ae, là, qui fait partie de l'archipel des Tuamotu. Donc tu vois là, qu'ils sont formés que, ce ne sont que des atolls. C'est bien pour nous de venir ici parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps que les navigateurs s'arrêtent aux îles des Tuamotu. Parce que pendant longtemps, sans les moyens modernes de navigation, la navigation était très dangereuse ici. Pourquoi? C'était dangereux parce qu'il y avait beaucoup d'îles, d'accord, beaucoup d'atolls. Ouais. Ce qui fait que les passages étaient assez étroits. Et en plus, les atolls, comme tu peux voir ici, sont des ceintures, d'accord. Ouais. Et il n'y a pas d'élévation de la terre, donc il n'y a pas de hauteur. Donc l'atoll, tu le vois que quand il y a le nez dessus. Tu vois, l'atoll, en fait, ça fait une ceinture qui est fermée, d'accord. Au milieu, il y a de l'eau. Et pour rentrer à l'intérieur, pour être à l'abri, il faut qu'on trouve la passe, donc le passage. Alors tu vois ici, pour l'atoll d'Ae, le passage, il est ici. Ce matin, on est arrivé à Ae. C'est un atoll de l'archipel des Tuamotu. Après 4 jours de mer venant des Marquises, on s'est arrêté ici. Quand on est arrivé, il fallait trouver la passe. C'était pas facile parce qu'il y a du courant. Quand la marée monte, le courant rentre dans la passe. Et quand la marée descend, le courant sort. On se fait vite déporter. La balise verte et la balise rouge! Moi, j'avais peur parce que j'avais fait un rêve la veille que la fleur se renversait. En rentrant dans la passe avec la fleur, j'avais moins peur parce que on voyait qu'elle manœuvrait bien, qu'il y avait moins de courant. Mais par contre, qu'est-ce que j'admirais le paysage? J'avais l'impression de rentrer dans une carte postale. Il y en a partout! On dirait qu'il nous regarde son œil. On dirait qu'il a une bosse sur la tête. Nous arrivons à Ae. C'est un atoll. On aperçoit les plantes, le sable. On est tous très excités. Quand on est arrivé devant le village, on a tout de suite jeté l'ancre. Et quand on est descendu à terre, les enfants nous ont demandé si c'était nous les pirates. Ils doivent pas voir beaucoup de bateaux comme la fleur ici. Alors un atoll, c'est une barrière de corail qui a été formée autour d'un volcan. Mais le volcan, il s'est enfoncé dans la mer. Et au bout de quelques millions d'années, le corail a grandi. Et ça fait une barrière de corail avec plein de petits îlots qu'ici on appelle des motus. C'est étonnant de penser que c'est des animaux qui ont créé ça. C'est le corail. C'est un petit oasis de vie. Le lagon forme un immense bassin aux eaux peu profondes. C'est un environnement unique, accueillant de nombreux poissons. Mais sur les motus, les conditions de vie sont difficiles. Le sol, formé de morceaux de corail ou de sable, est peu fertile. Il ne retient pas les eaux de pluie. Les espèces animales et végétales sont peu nombreuses, adaptées à la sécheresse. Le cocotier est l'arbre le plus important pour les Pomotu, les habitants des Tuamotu. La noix de coco séchée donne le copra, qui fut la principale ressource de ces îles jusqu'à ces dernières années. Mais son prix très faible suffit à peine à faire vivre les travailleurs. C'est sous l'eau que se cache la vraie richesse des atolls. Durant tout notre séjour à Ae, une partie de l'équipage va se consacrer à l'étude des fonds marins. À 13 ans, Alexandre est déjà un plongeur confirmé. Il part explorer les abords de la passe. C'est là que le corail est le plus beau. Le récif de corail a besoin de la lumière du soleil pour se développer. C'est donc à faible profondeur qu'il est le plus riche. Il forme une véritable oasis de vie qui contraste avec la pauvreté des eaux tropicales profondes. Au Tuamotu, on compte une quarantaine d'espèces de coraux. Des relations complexes lient entre eux les organismes vivants du récif. C'est le cas du poisson clown et de l'anémone de mer.
L'anémone abrite le poisson clown qui n'est pas gêné par ses tentacules urticants. Elle le protège des prédateurs et l'on suppose qu'elle se nourrit des restes de ses repas. Les coquillages sont également nombreux. Le bénitier a longtemps été pêché pour sa chair. Il est maintenant protégé. Au fil des plongées, nous apprendrons à reconnaître quelques-unes des 200 espèces de poissons que comptent les Tuamotu. Une certaine animation règne dans l'unique village d'Ae, car un caboteur est venu ravitailler l'île. Nous avons lu dans un guide que la population de l'atoll était, il y a 20 ans, inférieure à 100 habitants. Aujourd'hui, nous apprenons qu'elle atteint 800 personnes. Nous sommes surpris de trouver ici des voitures, alors que le Motu ne fait que quelques centaines de mètres de long et de nombreuses antennes paraboliques. Le niveau de vie s'est considérablement élevé ces dernières années avec l'apparition de la perliculture. Tous les Motus de l'atoll sont occupés par des fermes perlières. Le lagon d'Ae abrite aujourd'hui plusieurs millions de nacres, ces huîtres perlières qui donnent le trésor des Tuamotu, des perles noires recherchées dans le monde entier. Nous allons enquêter sur cette nouvelle ressource qui a révolutionné la vie des Pomotu. Bonjour Pierre. Bonjour la caméra. Quelques-uns d'entre nous partagent durant une semaine la vie d'une famille Pomotu dans une petite ferme perlière créée par Paul et Louisa, sa femme. Ils vivent et travaillent ici avec leurs enfants et leurs 4 employés qui sont tous leurs neveux ou leurs nièces. La Polynésie française compte actuellement près de 800 fermes familiales qui élèvent chacune entre 10 et 50 000 nacres. La perliculture en Polynésie est une invention récente. Elle s'est développée à une vitesse extraordinaire depuis 1970. En procurant du travail aux habitants de ces îles isolées, les perles ont pu inverser l'exode qui vidait les Tuamotu de leur population au profit de Tahiti. Les perles de culture de Polynésie sont caractérisées par leur couleur foncée. On les appelle donc perles noires ou perles de Tahiti, bien qu'elles soient rarement noires et que l'île de Tahiti n'en produise pas. Mais la vie sur les Motu est réellement difficile. L'isolement est ici à peu près absolu. Les Pomotu sont habitués depuis des siècles à la solitude. Pourtant, Tetua, Temari et Te Aronui, les enfants de Paul et Louisa, s'ennuient lorsque l'école est fermée. C'est le cas actuellement. Située au village, l'école a été endommagée par l'un des cyclones qui ravagent périodiquement ces îles. L'argent des perles a permis de construire une maison neuve, bien équipée, et même si le progrès n'apporte pas que du bon, la perliculture offre aux Pomotu la possibilité de continuer à vivre chez eux, proche de la mer qui est leur véritable patrie. C'est dimanche. Venant de tous les Motus, les familles des perliculteurs ont convergé vers le village pour s'y reposer. Louisa nous emmène à la messe. Elle a tenu à nous habiller de propre avec les vêtements de sa famille. Les Pomotu sont très croyants, et même sur les plus petits atolls, on trouve plusieurs chapelles, dépendant de différentes confessions religieuses. Au service des autres dans les organismes caritatifs et humanitaires, que la grâce de Dieu les soutienne dans leur engagement. Ensemble, prions. Depuis que les Blancs sont arrivés sur ces îles, l'ancienne culture maori a presque totalement disparu. La vie monotone et solitaire des Pomotu d'aujourd'hui favorise l'alcoolisme. Salut, c'est moi Alex, je vais te faire la plus belle plongée. Je viens de faire la plongée la plus belle de ma vie. On était avec Manu, Julien et Charles. On est descendu d'abord au fond, à la passe aux requins, là où on est. Et là, on a vu des requins qui passaient. De tous les sorties, il y en avait partout. Il y en avait qui te passaient comme ça, là, à côté de toi. T'avais un peu peur, t'étais pas tout fier, quoi. Et là, des fois, dans les trous de corail, t'avais des requins dormeurs qui étaient en train de dormir et des fois, on essayait de les approcher. J'en ai vu un qui était vraiment dans un trou bien au fond.
C'était pas mal. À un moment, il y en a un qui est passé. Si je tendais le bras, j'arrivais pratiquement à le toucher. Au début, je regardais un tout petit bout de corail, et puis au-dessus de moi, j'ai vu qu'il y avait du corail, du vrai beau corail. J'ai commencé à regarder, et là, il y avait un banc de poissons argentés. Il y en avait au moins 200 poissons. Et en fait, ils sont surtout en groupe, comme ça. C'est un prédateur, un requin ou un poisson Napoléon. Ils les voient et puis ils disent « Ah, c'est un gros poisson, tout, il est plus gros que moi, ben, je vais pas l'attaquer. » Et comme ça, ben, ils sont peut-être petits, mais les grands ont peur d'eux. Et le requin, en fait, c'est mon animal préféré, et là, je crois que ça va me faire des souvenirs pour toute ma vie. Moi, je retourne parce que là, le fond, c'est trop joli. Là, vous avez vu des requins pendant la plongée? Ouais. Je crois que c'était des gris ou des noirs, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces requins? Ils chassaient? Non, ils regardaient comme ça, mais ils chassaient pas. Ouais. Effectivement, en général, on les voit pas chasser, ils chassent la nuit. Ah ouais? Comme beaucoup de gros poissons, les requins sont obligés de nager en permanence pour oxygéner leurs branchies. Et la plupart sont obligés de nager tout le temps. Vous avez essayé de toucher un requin déjà? Non. Non, mais il y a des moments où ça passait très près, donc on aurait pu, mais... Ouais. Vous avez bien fait de ne pas y toucher parce que leur peau est extrêmement râpeuse. Et en fait, c'est recouvert de milliers de petites dents. Ça a la même structure que les dents. Poils, en fait, non? Non, des dents, vraiment des dents. Un requin qui passe peut complètement râper la peau et c'est dangereux aussi. En quelques années, la perliculture s'est tellement développée à Haé qu'il n'y a plus un motu qui ne compte au moins une ferme. Tous les espaces disponibles du lagon ont été répartis en concessions maritimes pour les perliculteurs. L'île de Kamoka accueille une ferme différente des exploitations familiales Pomotu. Elle est gérée par un couple de Français, Caroline et Thierry Bernicot. Ils mènent ici avec leur fils Titouan, dans des farets qu'ils ont eux-mêmes construits, une vie de Robinson, tout entière tournée vers la perliculture. Cracher, hein? On va voir l'eau. Créée il y a 9 ans par Patrick Imbert, un navigateur français, la ferme de Kamoka compte aujourd'hui une vingtaine d'employés. C'est une exploitation de taille relativement importante qui absorbe toute l'énergie de Thierry. Tous les matins, dès l'aube, les plongeurs de Kamoka rapportent à la ferme les nacres qui seront traités durant la journée. Sous l'eau, les nacres se salissent car elles servent de support à une multitude d'organismes marins. Il faut les nettoyer. À Kamoka, on utilise un système écologique tout simple. Ce sont les poissons qui se chargent eux-mêmes du travail. L'avantage est de taille, les déchets ne viennent pas salir le lagon. Il faut ensuite terminer le nettoyage à la main, puis préparer les nacres pour le greffeur. Renaud, qui est accueilli chez Caroline et Thierry, apprend les rudiments du métier. Les gestes sont précis et rapides. L'efficacité est recherchée à tous les niveaux. C'est à ce prix que la ferme de Kamoka élève plus de 700 000 nacres. Vient ensuite l'opération la plus délicate. L'introduction par le greffeur d'une petite bille de calcaire taillée dans un coquillage. On l'appelle le nucléus. L'huître va l'enrober de nacre pour en faire une perle. On n'a pas trop le droit de voir, non? Non, pas à l'intérieur. Comme ça, en gros, il n'y a pas de problème, mais plus que ça, non. La greffe, c'est la clé de notre réussite. Et si on monte ça au monde, on sera plus au top. Voilà notre Pintada margaritifera. Ça veut dire en fait une huître à lèvres noires. On voit bien ici ce qu'on appelle le manteau, mais aussi les lèvres familièrement. C'est aussi avec cette partie-là que nous allons implanter lors de la première greffe une petite pièce de manteau, donc pour que l'huître s'en serve pour recouvrir le nucléus artificiel qu'on lui implante dans la gonade. La nacre va utiliser les cellules de ce petit bout de greffon qui va finir par se détériorer. Elle va former ce qu'on appelle le sac perlier autour du nucléus. Et au fil des mois, le sac perlier va déposer des milliers de petites couches autour de ce nucléus afin de nous sortir une perle qui sera plus ou moins ronde, plus ou moins belle, selon si le greffeur
mais aussi tous les gens qui travaillent dans la ferme ont apporté comme soin à cette nacre. Et bien sûr, la plus grande partie, c'est la nature, la mère nature, qui est toujours omniprésente. C'est pas une ronde déjà. Bon, j'essaye de faire ça le plus délicatement possible, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Bon, c'est une perle qui est correcte, qui sera commercialisable. C'est plutôt une cerclée, belle couleur foncée, qui aurait fait une très très belle surgreffe. En fin de journée, 2 fois par semaine, toute l'équipe de Kamoka part pêcher le poisson, qui est la base de l'alimentation. Nous sommes sortis du lagon, le poisson est plus abondant sur les bords extérieurs de l'atoll. Les Pomotou sont probablement les meilleurs plongeurs en apnée du monde. Ces hommes, qui ont déjà passé environ 5 heures sous l'eau à travailler sur les nacres, vont maintenant pêcher jusqu'à la nuit. Ils descendent à une vingtaine de mètres de profondeur à chaque apnée. Le courant isole les pêcheurs. Attirés par le sang, les requins rôdent, nerveux. Il arrive qu'ils attrapent le poisson au bout des flèches. Il faut faire attention aux accidents. À bord de Fleur de l'Empole, la vie suit son cours, studieuse. On est en train de faire une petite mise en scène pour pouvoir prendre en photo les perles qu'on a récoltées au Tuamotu. Et après, ces photos, on va les utiliser pour le livre. Des bonnes photos. Bon, alors ça, c'est le chemin de fer du 3e bouquin. Et dans le chapitre sur les îles de la société, il y aura 2 doubles pages sur le corail. C'est l'atoll. Aujourd'hui, on fait une réunion texte et à bord, ça nous arrive assez souvent parce que c'est important pour nous de raconter nos découvertes, ce qu'on vit, tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et des écoles aussi. Alors pour ça, on fait des livres. C'est vrai que le livre, ça nous demande pas mal de travail et pas mal de temps. Mais quand on voit le résultat, c'est vraiment une belle récompense. Philippe monte une carte postale vidéo, un petit film que nous envoyons chaque semaine par satellite à la 5e. Philippe est enseignant, le vénard. Il est mis à disposition du bateau par l'Éducation nationale. Ne l'oublions pas, la Fleur est une école. C'est Manu, notre skipper, qui se charge des transmissions. C'est parti. Tu vois, celui-ci, là, on l'a bien vu. Hein. Ouais, il est pas loin. Alors là, avec Gouli, on est devant tout notre système informatique. Il nous sert à numériser, compresser et envoyer les images vidéo. Donc c'est assez magique pour nous, sur un vieux bateau en bois, en pleine mer, de pouvoir utiliser des outils d'avant-garde comme ceux-ci. Pendant ce tour du monde, Internet joue un rôle important. Grâce à notre site fleurdelempole.com, nous sommes en contact avec des enfants du monde entier. Cette nuit, un forum est organisé avec une école de la banlieue parisienne. On se répond exactement en même temps, quoi. C'est formidable. Ils sont au lendemain de nous, mais on est au même moment, quoi. Alors... Et voilà, c'est en France. Alors aujourd'hui, nous sommes en récolte. On est en train de récolter des perles greffées il y a 16 mois. Donc nous sommes en train de prélever le plus délicatement possible les perles de première greffe afin de pouvoir la surgreffer, c'est-à-dire faire une deuxième opération qui nous donnera, si le greffeur est bon et que la nature est avec nous, une seconde perle plus ronde et plus grosse. Donc le but du jeu est de faire une incision, enlever la perle, voir si elle est jolie ou pas.
Et si le greffeur juge qu'elle vaut la surgreffe, il la surgreffe, c'est-à-dire qu'il la prélève, la calibre, juge de sa taille donc, et la remplace par un nucléus. Là on a une belle poire. Je viens remplacer cette belle poire avec un nucléus bien rond, qui me donnera plus de chances d'avoir une ronde d'ici une quinzaine de mois. Après la greffe, les nacres sont à nouveau confiés au lagon. La perliculture est un travail très physique puisqu'une bonne partie des opérations se fait en plongée. Les nacres procurent du travail à 4000 personnes dans les archipels de Polynésie française. Ces modestes coquillages ont révolutionné l'économie de ce territoire d'outre-mer. Les perles sont actuellement sa deuxième ressource après le tourisme et forment en valeur 95% des exportations. Et même si le Japon domine toujours le marché mondial de la perle de culture, les perles de Tahiti vont jouer un rôle décisif pour l'avenir de ces îles. Ces joyaux des mers du Sud sont de plus en plus appréciés dans le monde entier. Fin d'une journée de récolte. Josué et Thierry comptent les perles, la récompense de longues années de travail. Combien de perles Ouais, dans les 1200 à peu près. C'est une bonne journée? Ouais, une bonne journée. Moi, je suis particulièrement ému quand je trouve une perle qui me parle, qui me récompense de tous les efforts qu'on a fait. Je suis très sensible aussi à la couleur, puisqu'on a très bien travaillé sur la couleur. Et une perle qui nous offre un éclat, un lustre parfait avec ce qu'on appelle le flash, c'est toujours émouvant. Caroline passe ses journées toute seule sur le moto avec Titouan. Pour lutter contre l'isolement, il faut absolument qu'elle s'occupe. Thierry, moi je l'ai rencontré sur les pistes de ski, ce qui n'était pas banal parce que étant lilloise et lui brestois, on aurait pu ne jamais se rencontrer. Et puis à l'époque j'étais commerciale en grande distribution, donc je vendais du café. Et puis j'étais avec ma voiture, mon portable, le maquillage, enfin j'ai suivi Thierry par amour, mais j'ai été récompensée pour ça, quoi. Oh, dis donc, c'est joli, hein. Chaque perle est unique. Chaque perle a sa petite personnalité, son caractère. C'est superbe. Mais la perliculture, pratiquée de manière si intensive, n'a-t-elle pas un impact sur le lagon? C'est l'un des soucis de Thierry. En dessous de nous, nous avons des lignes d'élevage avec des CTN, des chapelets, et on trouve aussi notre nouvel ennemi. Ennemi de taille, pas comme un requin ou quoi que ce soit, ce sont des anémones. Ces anémones en fait viennent de Mopelia où elles vivaient dans ce lagon quoi, de façon naturelle et lors des transferts ont été implantées dans les Tuamotu. Les anémones ont à peu près envahi 75% des lagons perlicoles et c'est un grave fléau, on se demande même jusqu'à où ça va s'arrêter. Le lagon est un environnement fragile et l'apparition de grandes fermes industrielles employant jusqu'à 100 ouvriers, élevant des millions de nacres, entraîne une pollution des eaux dont pâtissent les petits perliculteurs. Pour que les perles puissent être un facteur de développement durable en Polynésie, les techniques utilisées doivent préserver la propreté du lagon. Ils ont les mêmes couleurs que les perles. C'est Tika. Oui, bravo! Bon, on vit quand même en communauté avec 3 cultures, puisqu'en fait on est tahitien, français, américain. Et on est dans un endroit quand même assez précaire. Ça crée une solidarité en fait entre les gens. On découvre des valeurs que l'on n'aurait probablement jamais découvert en étant à la civilisation uniquement en fait. L'humilité et puis la richesse de découvrir les autres, de les accepter, la tolérance et le respect de la nature, de l'environnement, du contexte dans lequel on est et qui nous procure vraiment des joyaux magnifiques, quoi. Des perles et un tas de choses.
Voilà, on est dans notre petit coin de paradis. Un peu le camping, un peu sauvage, mais c'est fort agréable. Probablement que c'est parmi les quelques petits coins qui restent sur la planète, aussi vierge et aussi beau, aussi pur. En tous les cas, ça sera gravé dans notre mémoire. Les Pomotou ont toujours tiré leurs ressources de la mer. Les perles ont offert aux habitants de ces îles isolées une occasion inespérée de continuer à vivre chez eux. Mais vivre sur une île, c'est toujours respecter un équilibre fragile entre les hommes et la nature. Les Pomotou d'aujourd'hui sauront-ils gérer leur environnement avec la même sagesse que leurs pères ?